Déjà, l'étymologie du mot, c'est l'étude de l'harmonisation de la conscience. On utilise toutes les ressources du passé. Ouais. On se dit qu'il y a des moments dans la vie où on a été capable de faire telle chose en étant détendu, ça tout de suite on va utiliser cette ressource. Nommer les émotions, de voir quels symptômes sont associés à chaque émotion, quels ressentis sont associés à chaque émotion et comment faire quand on ressent cette émotion pour aller mieux. C'est familial. Voilà, il faut l'amener comme ça, comme une thérapie un peu familiale. Et de toute façon, il faut que les parents soient investis dans le protocole de l'enfant aussi. L'enfant, il n'est pas soutenu. C'est pas pareil, c'est pas le même cheminement, quoi. C'est bien que tout le monde soit investi et soutienne l'enfant aussi dans ces moments-là. Ouais. La sophro, ça peut être complémentaire avec une psychothérapie. On ne fait pas du tout le même travail. Et ça dépend des besoins et des envies qu'on a sur le moment, mais je conseille souvent les deux, qui peuvent être complémentaires. C'est juste se projeter déjà dans le futur pour prouver au cerveau que ça va être normal d'y être. Pas d'inquiétude, hein. Tout le monde flotte. Ah oui, non. J'ai pu, vous allez voir, vous allez commencer à vous allonger, les jambes vont faire tout de suite et tout le monde flotte. Dans les différents épisodes de ce podcast, nous allons recevoir des praticiens, des professeurs ou des gens venus de l'extérieur pour parler de leur histoire, de leur pratique ou du message qu'ils ont à vous transmettre. Merci à tous d'être arrivés sur ce podcast. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez également laisser des commentaires sur différentes plateformes. Et si ce que vous allez entendre dans les quelques minutes qui suivent peut plaire ou aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode pour lui en faire profiter. Dernière petite chose, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le suivant. Bonjour Mina. Salut Romain. Bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de toi et de tes différentes pratiques. On va commencer par te présenter. Tu es donc sophrologue au Centre Oscaria. Ouais. Et la particularité de ta pratique de sophrologie, c'est qu'elle a commencé le jour où on a ouvert le centre. Exactement. Ton diplôme est arrivé peu de temps après qu'on ouvre, voire même le jour de l'ouverture. La veille. Ouais. C'est ça. Et donc le but, c'est aujourd'hui, c'est de parler un peu de toi. Donc on sait que tu es sophrologue, que tu pratiques depuis quelques années aujourd'hui au centre, que tu as commencé progressivement à travailler. Tu as mis en place des ateliers pour les enfants parce que tu as un lien particulier avec les enfants de par ton histoire. On en parlera un petit peu. Okay. Et puis depuis l'année dernière, tu t'occupes également de la flottaison et on verra qu'il y a quand même des liens avec tout ça. Est-ce que tu peux, toi, nous raconter un peu l'histoire qui t'a amené vers la sophrologie? Alors, la sophrologie, ça n'a pas toujours été une grande évidence. Oui. Au départ, alors déjà, je savais que je voulais travailler dans le bien-être. Donc ça, c'était quelque chose qui était acté. Et je me suis, moi, dirigée d'abord vers des études de diététique. D'accord. Donc, j'ai suivi un peu le truc. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas tant que ça dans le bien-être. Enfin, pas comme moi, je l'entendais. Donc du coup, plutôt que de sortir les rames et de continuer dans un truc qui me convenait pas tellement, j'ai préféré arrêter. Et puis après, je me suis dit, mais que vais-je faire? Et en fait, c'est mon frère qui faisait, lui, de la sophro. Donc j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai fait beaucoup de recherches. Puis j'ai vu qu'il y avait des formations à Reims, donc je me suis lancée là-dedans. D'accord. Et voilà comment je suis arrivée à la sophro. Okay. Et puis aux 3/4 de la formation, mon frère, de nouveau, m'a envoyé une publication sur les réseaux en me disant « Regarde, il y a un centre bien-être qui va bientôt ouvrir à Reims ». Je pense que tout était aligné et j'ai commencé en même temps que vous avec le centre. On a bien fait de communiquer en avance. Merci de nous rassurer là-dessus. Et donc, si tu devais définir rapidement la sophrologie, tu définirais ça comment? Alors la sophrologie, déjà l'étymologie du mot, c'est l'étude de l'harmonisation de la conscience. Donc c'est vraiment le bien-être du corps et de l'esprit. Donc ça peut être vu comme une pratique thérapeutique ou ça peut être même vu comme une vraie philosophie de vie. D'accord. Donc la sophro, c'est le bien-être global. Donc on utilise plusieurs outils, que ce soit le relâchement musculaire, alors beaucoup de respiration contrôlée et l'imagerie mentale avec la visualisation positive. Donc tous ces outils permettent vraiment de se sentir mieux au quotidien, d'avoir une pleine possession de ses capacités et de prendre du recul et de lâcher prise aussi sur tout ce qui nous entoure. D'accord. Intéressant cette notion de définition de sophro plus large que ce qu'on pourrait l'entendre. Ça peut être beaucoup de choses la sophro. Ouais, c'est ça. On l'entend un peu dans tous les sens, mais là,
Cette notion, elle est quand même hyper intéressante. Et je vois que dans les ateliers que tu fais, et même dans les patients que moi je peux t'envoyer, il y a cette notion de gestion des émotions. Ouais. Et dans cette gestion des émotions, dans l'harmonisation dont tu parlais, elles ont quelle place, ces émotions ? Oh bah, les émotions, elles prennent toute la place. Ouais. Ouais. La gestion des émotions, nous, on travaille beaucoup là-dessus en sophro parce que c'est ça qui régule aussi tout le reste. Quand on arrive à se détendre, quand on arrive à lâcher prise, à prendre du recul, on gère mieux aussi ses émotions. Donc il y a les émotions positives qui sont chouettes, mais il y a aussi tout ce qui est négatif. Et je dis toujours, faut pas diaboliser non plus les émotions. C'est pas grave d'être en colère, c'est pas grave d'être triste. Le tout, c'est que voilà, quand ça vient nous enquiquiner, que ça passe son chemin le plus rapidement et qu'il y a un retour à la détente aussi rapide et profond à chaque fois. Ouais. Il y a cette notion aussi qui est un peu complexe de rapport aux émotions des gens qui ont du mal peut-être à ne serait-ce qu'à les ressentir, à mettre des mots dessus, et peut-être la notion de moins de variété dans les mots qu'on peut mettre sur les émotions que la réalité, et de faire de la différence. Ouais, c'est important de bien se connaître. Hein. Et c'est ce qu'on fait en sophro, c'est qu'on est vraiment ici, dans l'instant présent, et pleinement connecté à soi. Donc quand on arrive à mieux se comprendre, on anticipe mieux nos réactions aussi. Comme par exemple avec les angoisses. Quand on ne sait pas ce que c'est, ça nous tombe dessus, et du coup, comme on ne sait pas ce que c'est, on n'arrive pas du tout à le gérer, on l'anticipe pas du tout, ça nous tombe dessus et on subit le truc. Alors que quand on arrive à mieux se comprendre, tout de suite on anticipe beaucoup mieux, et ça marche pour les angoisses, pour le stress, pour les émotions et pour tout. Ouais, c'est apprendre à écouter un peu les prémices de ce qui peut arriver et le cheminement qui mène à cette crise. C'est important d'écouter son corps, vraiment, parce qu'il envoie plein de signaux et parfois on est dans le rush, on fait pas attention, mais en fait c'est hyper intéressant d'écouter. Ouais. Et c'est ça aussi l'objectif, c'est de prendre le temps d'écouter pour pouvoir comprendre un peu comment ça se passe. Pendant une séance de sophro, on est entièrement focalisé sur nous, sur nos ressentis, sur nos émotions, ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans le corps. Enfin, on est vraiment focus que là-dessus. Donc c'est un vrai moment pour soi en plus, parce qu'on lâche prise de tout ce qui nous entoure. Ouais. Et les visualisations permettent de se projeter dans les émotions et dans les sensations qu'il y avait dans un moment avant. Ouais. On travaille beaucoup avec ça. Ouais, la projection, ça fonctionne bien. On utilise toutes les ressources du passé. Ouais. On se dit qu'il y a des moments dans la vie où on a été capable de faire telle chose en étant détendu, ça tout de suite on va utiliser cette ressource-là. Donc que ce soit pour la détente, la confiance en soi, la gestion des émotions, on travaille beaucoup avec les ressources du passé aussi. On les utilise. Et dans cette notion de justement vivre avec le passé, avec les événements qu'on puisse passer dans le passé, le lien avec par exemple la psychothérapie, elle est importante ou pas ? Il est important ou pas ? Oui, on s'en sert vraiment, nous, comme ressource. Je veux dire, à une certaine période de la vie, on a été capable de faire ça. Donc, voilà, même si en ce moment c'est compliqué, même si on est dans le creux de la vague, on est capable de remonter et de réussir. D'accord. C'est bien d'aller rechercher les ressources là où elles étaient. Ah oui, je demande toujours s'il y a des moments dans la vie. Alors, ça peut être des moments aussi très anciens. Hein. Ça peut être même dans l'enfance, dans l'adolescence. On se sert quand même de ces ressources-là. Et alors justement, comme tu travailles beaucoup avec les enfants, le fait que, alors aujourd'hui nous en tant qu'adultes, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de notre enfance et qui peuvent ressurgir aujourd'hui, mais chez les enfants qui ont moins de vécu, est-ce que c'est pareil, c'est dans le passé, ou est-ce que c'est une notion vraiment problématique de l'enfant ? On travaille autrement. On n'utilise pas les ressources du passé avec les enfants. C'est vraiment au cas par cas, mais de manière générale, quand même très peu. D'accord. On travaille sur l'instant présent et on se projette beaucoup. Alors avec les adultes, on se projette aussi beaucoup, mais avec les enfants, on utilise moins les ressources du passé. C'est vraiment essayer de comprendre le présent. Surtout un enfant qui a 5-6 ans, on n'utilise pas les ressources. Rappelle-toi, quand tu avais 1 an et demi. C'est un peu compliqué de les ramener jusque-là, même si je pense qu'ils peuvent quand même avoir cette mémoire-là parfois, mais qui est un peu... avec une vision un peu différente, mais donc c'est plus on travaille pas de la même façon. Et même chez les enfants, là aujourd'hui, on sait que avec les éducations qu'on a aujourd'hui, les émotions sont un peu plus variées dans le langage des enfants, ils ont un peu plus de mots à mettre. Est-ce que les problématiques de diversité d'émotions, elles sont les mêmes chez les enfants et chez les adultes, ou est-ce qu'ils sont un peu plus ouverts ? Ouais, c'est globalement la même chose. Après, chez les enfants, c'est beaucoup la gestion de la colère quand même, qu'on retrouve aussi chez l'adulte. Mais on travaille beaucoup sur les émotions négatives, mais c'est vrai que les enfants en parlent beaucoup. Et je pense que grâce à tout ce qui nous entoure, les films, etc., je pense à vice-versa, parce que les enfants, ils me le ressortent à chaque fois. Ils ont beaucoup de vocabulaire avec les émotions, ils sont capables de les nommer.
Et de dire aussi tous les symptômes. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand je me sens triste? Comment je sais que je suis triste? Tout ce qu'on peut faire, tout ça. Donc ça, c'est intéressant avec les enfants. Ça permet aussi de différencier. Je trouve que c'est important, cette notion de différencier la peur de la colère, toutes ces choses-là. C'est ce qu'on apprend en tout premier. Il y en a tellement qui sont mélangés, qui sont identiques. C'est de nommer les émotions, de voir quels symptômes sont associés à chaque émotion, quels ressentis sont associés à chaque émotion et comment faire quand on ressent cette émotion pour aller mieux. C'est ça qu'on apprend à faire, nous, en sophro. C'est le trajet, il est là. Mais d'abord, il faut d'abord l'écoute pour pouvoir savoir quel toujours aux enfants, il faut écouter son corps. Il y a des symptômes, il faut écouter sa tête aussi, savoir un peu ce qu'on ressent, comment on se sent. Mais chez les enfants, c'est pas toujours évident pour eux de faire la différence. Non. Ils savent qu'ils ne se sentent pas bien. Après, savoir pourquoi et savoir comment faire, c'est tout un apprentissage. Après, on a aussi pris l'habitude aussi de déléguer cette gestion aux parents, et quand ils deviennent un peu autonomes là-dessus, c'est un peu compliqué. Je pense que le lien avec les parents aussi, avec les enfants, doit pas être simple tout le temps, parce que chaque enfant est élevé d'une façon différente, chaque parent a une position un peu différente, et ça amène à des enfants qui ont des gestions vraiment différentes. Mais quand ça va au-delà de ce que le parent peut gérer, ou que ça passe au-dessus de ce qu'il est capable de gérer. En tant que parent, faut gérer aussi ses propres émotions, et c'est pas toujours simple. Et ça arrive parfois qu'il faille essayer de trouver le juste milieu entre la gestion du parent et la gestion de l'enfant. C'est toujours le truc un peu délicat. Dire aux parents, ce serait dire aux parents, alors, c'est ça. C'est toujours le truc un peu touchy. Dans le soin, il y a toujours ce truc, c'est un peu plus facile d'amener quelqu'un pour le faire soigner plutôt que de s'y amener soi-même, quoi. Ça ne va pas avec l'enfant, mais en fait, quand on fait le cheminement, on se dit, il y a peut-être des petites choses à faire et à réajuster aussi au niveau de la famille. En consultation, il y a des gens qui m'amènent leurs enfants avant de venir eux-mêmes. Et là, je vous l'amène vous, comme ça. En sophro, ça arrive aussi. Les enfants viennent. Ça ne va pas du tout, faut qu'ils apprennent à gérer ses émotions, ça se passe mal à la maison. Quand on reprend tout l'historique, on se dit, il y a un petit travail. Je dis toujours, c'est familial. Voilà, il faut l'amener comme ça, comme une thérapie un peu familiale, ou de toute façon, il faut que les parents soient investis dans le protocole de l'enfant aussi. Parce que de toute façon, l'enfant, il va apprendre dans son environnement, et l'environnement, c'est ses parents qui le gèrent aussi. Moi, je donne tous les outils à refaire à la maison. Il faut quand même être assidu, il faut être régulier. Si l'enfant, il n'est pas soutenu, c'est pas pareil, c'est pas le même cheminement, quoi. C'est bien que tout le monde soit investi et soutienne l'enfant aussi dans ces moments-là. Dans l'environnement, il y a aussi cette notion on voit beaucoup de comparaison à l'enfant qui était le parent juste avant. Ça arrive. Les grands-parents qui disaient ta mère était pareille, ou moi j'étais pareil. Et ça aussi, les chiens ne font pas des chats. C'est ça. Mais ça donne une impression que c'est quelque chose d'inné et que ça changera pas, alors que c'est peut-être acquis durant la vie, juste à force qu'on lui répète, quoi. Complètement. Et à désintégrer, à sortir du fonctionnement de l'enfant, c'est pas franchement simple. Et de l'adulte, c'est encore pire, je pense. Mais on le voit, mais même sur on le voit, nous, par exemple, sur la digestion, n'importe quoi. Je digère mal, mais ma mère digérait déjà mal. C'est comme quelque chose d'ancré. C'est ça, c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Mais sur les émotions, c'est pareil. Je suis stressé parce que ma mère était stressée, ou dans la famille, on est tous comme ça, donc c'est normal. Avec l'anxiété, c'est une souvent... espèce de notion héréditaire de l'anxiété qui est très bizarre. Ça passe dans la génétique, quand même, l'anxiété. Il y a un peu qui passe aussi, mais c'est beaucoup de gestion aussi qui doit se mettre en place, et d'écoute de soi-même. On hérite de tout, des parents. Le positif et le négatif aussi parfois. Et donc on a vu que chez l'enfant, donc tu travaillais sur l'aspect vraiment présent, on prend les émotions, on voit, on les analyse. Et chez l'adulte, quand il faut revenir à des choses qui viennent de l'enfance, ça se passe plutôt comment? Alors nous, on travaille en sophro vraiment sur le moment présent. Là, on dit vraiment, en ce moment, ça ne va pas. Pourquoi? Que se passe-t-il? On agit sur le moment présent. On ne fait pas ce travail d'aller fouiller dans le passé pour savoir pourquoi on en est là aujourd'hui. Non, c'est pas le travail qu'on fait en sophro. Et donc la gestion de l'émotion, elle va vraiment se faire sur le moment présent, peu importe comment elle a été gérée avant. Parce que quand tu dis, quand tu reviens dans le passé, c'est principalement pour des choses positives? Oui, c'est pour les ressources positives. D'accord. On va utiliser les ressources du passé, positives, pour les utiliser dans le moment présent, pour prouver qu'on est capable d'y arriver. D'accord. Par contre, de savoir pourquoi on en est là aujourd'hui, etc., c'est pas le travail de la sophro. C'est plutôt là dans la psychothérapie. C'est ça, exactement. Nous, en sophro, on dit, OK, aujourd'hui, ça ne va pas, et on va travailler sur ce qui ne va pas aujourd'hui.
Ouais, retrouver les appuis du passé pour essayer de les remettre, les outils du passé pour essayer de les remettre en place à l'instant T pour le faire. Non, c'est intéressant. Et du coup, si c'est vraiment, il y a des gens qui sont vraiment projetés dans le passé pour ça, et c'est plutôt renvoyer vers une psychothérapie pour essayer. Ouais, c'est ça. La sophro, ça peut être complémentaire avec une psychothérapie. Hein. On fait pas du tout le même travail, et ça dépend des besoins et des envies qu'on a sur le moment, mais je conseille souvent les deux, qui peuvent être complémentaires. Ça dépend de la personne, après c'est un choix personnel aussi. Si un travail n'est pas fait, ça peut retenir l'autre, ça peut ralentir l'autre, et ça peut même empêcher. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir pourquoi, qui ont besoin d'aller chercher dans le passé, etc. Donc là, je conseille d'aller plutôt vers une psychothérapie. Après, il y a des personnes qui veulent agir tout de suite sur l'instant présent et aller mieux rapidement, et donc là, c'est plutôt vers la sophro qu'on se tourne. Enfin, c'est même pas, c'est pas du tout les mêmes outils, c'est très différent. Non, bien sûr, c'est pas du tout les choses. Et alors, quand tu vois des choses avec les adultes, est-ce que tu te dis que y a des choses qui pourraient être plus travaillées au moment de l'enfance, et donc dans tes séances, tu essaies d'amener des choses pour éviter que plus tard il se passe quoi que ce soit, ou que la gestion des émotions elles sont plus compliquées plus tard? Oui, on travaille vraiment sur la gestion des émotions, sur tout. Ouais, on peut travailler sur les émotions du passé, enfin pas du passé, mais d'anticiper pour l'avenir. Ça, on peut travailler là-dessus. Parce qu'il y a quand même des gens qui viennent te voir, par exemple, pour préparer des examens, par exemple. Et là, c'est dans le futur. Et parfois, c'est des gens qui préparent des examens qu'ils ont eus pour la première fois. Il n'y a pas forcément besoin d'un échec pour se dire je vais aller chez le sophrologue pour améliorer. Oui, là, c'est vraiment se projeter positivement dans le futur. D'accord. Déjà, c'est juste se projeter déjà dans le futur pour prouver au cerveau que ça va être normal d'y être. Parce que parfois, on se fait tout un monde de quelque chose et on se dit que c'est impossible, qu'on ne va pas y arriver, que ça ne va pas se passer. Le fait de se visualiser, de se projeter, ça prouve déjà que ça va être quelque chose de normal. Et ensuite, on se projette positivement, en étant détendu, en ayant confiance en soi. Donc le cerveau, il associe aussi ce moment à de la détente et de la confiance en soi. Et en mettant une réalité qui met un peu moins de suspense et de doute aussi, peut-être sur se visualiser, se projeter pour le moment venu, que le cerveau il se dise « Ah, mais j'ai déjà visualisé ce moment, et pendant ce moment, j'étais détendu, pendant ce moment, j'avais confiance en moi. » Donc tout de suite, il va associer ça à des ressentis plutôt de détente, plutôt que d'envoyer du stress tout de suite, quoi. Et quand il s'agit de gérer l'imprévu, par exemple, parce que tu te projettes dans un truc parfaitement prévisible, quand il s'agit de gérer l'imprévu, alors, quand on se projette comme ça, j'évite de mettre des détails trop précis lors des visualisations. Parce que si jamais ça se passe pas comme précisément on l'a visualisé avant, ça peut être un peu perturbant pour la personne. C'est ça. Enfin, on prépare, par exemple, on prépare beaucoup les femmes à l'accouchement en sophrologie. Quand on visualise l'accouchement, je fais en sorte de ne donner aucun détail sur le bébé. Ça peut être très perturbant d'avoir imaginé son bébé, de l'avoir visualisé plusieurs fois avec moi, puis finalement qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé, à ce qu'on avait visualisé. Donc non, on se projette sans donner trop de détails. Une autre source de stress pour quelque chose qui parfois, c'est la première fois, ça n'a jamais été vécu. Et même et là, c'est particulièrement difficile de se projeter dans un endroit où on n'est même jamais allé. C'est assez particulier, parce qu'au final, la salle d'accouchement, la plupart des mamans, la première fois qu'elles la voient, c'est le moment où elles vont accoucher. Bon, après, c'est globalement un peu toujours la même chose. Oui, bien sûr, on peut donner quelques petits trucs sans trop se projeter comme dans les films, parce que ça se passe jamais réellement comme ça. Mais c'est assez intéressant. Sur la grossesse, c'est vrai que sur l'accouchement, c'est une part de stress qui est importante et qui peut aussi avoir un effet sur le bon développement ensuite de l'enfant, parce que le stress pendant la grossesse est pas forcément... les femmes découvrent beaucoup la sophrologie à ce moment-là de leur vie. Puis autre problème de projection aussi, de familial et aussi entre amis, quand le stress qui monte avec les autres qui racontent les grossesses, les accouchements, les choses qui peuvent... et puis c'est un moment de grand changement dans la vie, donc c'est bien d'être accompagné aussi là-dessus, rien que pour la détente. C'est bien. Et par rapport justement à... T'as un lien particulier avec les enfants. Je disais tout à l'heure, tu t'es occupé de beaucoup d'enfants de façon assez importante avant. Et l'aspect gestion des émotions, avant même que tu sois sophrologue, tu étais déjà un peu dedans à essayer de chercher ou pas? Ça a toujours été très bienveillant avec les enfants que j'avais. Et je pense que ça a joué aussi, et c'est ce qui a permis de créer ce lien si particulier avec eux. J'ai toujours été beaucoup dans la bienveillance et dans l'acceptation des émotions aussi avec eux.
C'est pour ça que tes ateliers sont vraiment portés sur les enfants et sur des sujets très particuliers des enfants. Ah ouais, c'est mon moment préféré de la semaine. Hein. Ah ouais. Ouais, j'adore. Mes ateliers avec mes enfants, c'est... Ouais. Ouais. Puis ils sont hyper créatifs, ils sont... Ah ouais, c'est toujours hyper enrichissant. Ouais, ceux qui en sortent, et on se dit, ils sortent, ils sont très vifs. Ah bah, avec les enfants, c'est fluide, c'est naturel, on se pose pas de questions. Ouais. Tu peux pas, t'as pas le temps de toute façon de te poser des questions avec les enfants. Il y a des choses parfois inattendues, enfin, c'est toujours chouette. Ouais, c'est top. C'est des chouettes moments avec eux. Et alors maintenant, je vais revenir un peu à la flottaison. Ça fait donc un peu plus d'un an que tu as repris cette activité-là. Et comment est-ce que tu as des liens qui se sont mis en place? Est-ce que tu as des gens en sortant qui parlent de leurs émotions, de ce qu'ils ont pu ressentir dans le bassin? Ouais, alors souvent. Et c'est aussi souvent dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire qu'on commence par une séance de sophro et ensuite les gens vont dans la cabine de flottaison pour poursuivre la visualisation. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça se fait souvent dans ce sens-là. Mais après la flottaison, j'accueille toujours les personnes après leur séance et on parle beaucoup de tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions et le sommeil aussi. Beaucoup. Tu leur donnes des exercices et tu leur donnes l'endroit où le faire en plus. C'est bien d'être en flottaison après une sophro. Permis de continuer vraiment la visualisation. Ça résonne un peu, ce qui a été fait en sophro résonne un petit peu dans le bassin. On arrive dans l'eau en étant déjà détendu, donc la relaxation elle est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas le premier travail de détente, il est déjà fait. Ouais, le corps il est déjà relâché, donc puis si tu leur donnes intéressant. Voir, ils ont peut-être aussi cette notion de si je sais pas quoi faire dedans, au moins elle m'a donné, quelque chose à faire, je vais pouvoir le faire. On poursuit la visualisation. C'est une autre forme de visualisation, parce que du coup c'est très différent. En sophro, on est guidé du début à la fin. En flottaison, on est seul. Donc c'est un travail qui est très différent. Ouais, puis là, l'inconfort peut-être positionnel ou de l'environnement qu'il peut y avoir dans la salle de flottaison, là, dans la salle, qu'il peut y avoir dans la salle de sophrologie, dans la flottaison, il n'est plus là du tout, quoi. Ah ouais, c'est totalement différent, mais très complémentaire. Ouais, c'est assez intéressant. Et tu penses que le faire de la sophrologie dans le bassin, c'est vraiment une solution possible? Ça peut être un truc à creuser. Ouais. Ça serait intéressant. De mélanger les deux. De mettre un petit audio de sophro dans la cabine. On y avait pensé à faire quelque chose comme ça. On pourrait réfléchir. Faut qu'on y réfléchisse. Faut qu'on puisse développer ça, mais ça serait sympa. Ouais, comme ça permettrait peut-être aussi de ne pas avoir cette action d'aller en sophro et d'aller en flottaison, d'être seul et de gérer le moment un peu comme c'est. Puis d'être en flottaison comme ça, seul, quand les lumières s'éteignent et qu'il n'y a plus un bruit, ça peut être un peu impressionnant. Donc de pouvoir vivre une relaxation et vivre une visualisation de détente pendant ce moment, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et puis, dans la flottaison, il y a aussi cette notion de concentration. Donc, ça va avec la visualisation et tout. Et je sais que pendant la préparation des JO, tu as reçu un basketteur qui est un basketteur qui faisait du 3 contre 3, qui est médaillé olympique aujourd'hui, et qui a bien profité de ces flottaisons. C'était quoi son objectif dans la flottaison? Lui, c'était vraiment pour la récupération sportive. Enfin, récupération sportive, prépa sportive. Puis pour pouvoir avoir des moments de détente aussi avant de partir, parce que c'était une période qui était assez intense pour lui cet été, donc c'était bien qu'il puisse se retrouver et qu'il puisse profiter des bienfaits vraiment du magnésium, du sel d'Epsom et tout ça dans la cabine. Parce qu'à la fois au niveau sportif puis au niveau médiatique, comme c'était en France, ça devait être un peu surchargé, quoi. Ah bah oui. Puis depuis les JO, c'est encore plus surchargé qu'avant. Il a l'air de bien voyager depuis. Dès qu'il est 3 jours à Reims, il en profite. Il vient faire une petite flottaison. Et là, c'est vraiment pour la récup. C'est pour la récup ou c'est vraiment pour l'aspect mental aussi? Pour l'aspect mental aussi, beaucoup. Alors, pour la récup, et vraiment pour avoir un moment de déconnexion. Pour lui, quoi. Où il n'y a personne, plus rien. Et tout est cool. Plus dérangeable, plus rien. Et dans la flottaison, t'as des gens qui ont eu des retours un peu particuliers, parce que souvent les gens viennent en se disant je ne sais pas ce que je viens faire. Ils se disent ça a l'air trop cool. Et moi je les vois dans la salle d'attente parfois. Regarde, flottaison, on ne sait pas trop, on ne sait même pas où c'est. J'ai du mal à savoir quel type de bassin ils imaginent. Je sais pas, ils se demandent si on a une piscine. Il y a des personnes qui sont très surprises quand j'ouvre la petite porte dans le mur. C'est vraiment. Où est-ce qu'elle nous emmène? C'est très bizarre. Il y a une petite trappe secrète. C'est ça. C'est ce petit visage un peu étonné. Et tout le monde est toujours très surpris de voir qu'il n'y a que 40 cm d'eau. Exactement. Ça, c'est la plus grosse surprise du bassin, je pense, à chaque fois. Comme s'il fallait beaucoup d'eau pour flotter, mais non, il faut beaucoup de sel surtout. C'est ça. Mais c'est cet aspect un peu, je ne sais pas ce que je viens y chercher, et au final, en sortant, il y a des gens qui ont des sensations particulières ou des intérêts particuliers à venir flotter.
Ah bah ouais, ça arrive souvent. Alors parfois, les personnes sortent de la flottaison très surpris de leur ressenti, ou alors sortent en me disant bon, voilà, c'était pas mal, mais voilà, j'y trouve pas trop d'intérêt. Et puis finalement, c'est le lendemain ou le surlendemain que là, ils sentent vraiment qu'il y a un relâchement du corps et qu'ils dorment mieux. Et donc là, c'est là qu'on me rappelle et qu'on me dit bon, finalement, c'était quand même super intéressant, on va creuser là-dessus. Parce que c'est vrai que la première séance est assez particulière, hein, il y a beaucoup de découvertes. On est un peu en terre inconnue, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop ce qu'on va y faire. Et c'est bien de persévérer pour accéder aux ressentis qui sont vraiment intéressants ensuite. Ouais, on sait se détendre dans l'eau, on sait se détendre dans sa baignoire, mais dans la flottaison, c'est assez particulier quand même. Le fait de devoir laisser la tête dans l'eau, déjà. Déjà, il faut accepter de relâcher tout le corps. Et ça, c'est pas toujours évident aussi. Hein. Et puis, il leur faut un certain temps pour le faire. Mais... C'est le truc de relâcher la tête, de relâcher la nuque, c'est-à-dire, vais-je vraiment flotter? C'est ça la plus grosse inquiétude. Parce que c'est vraiment différent de faire la planche à la piscine. Ah oui, C'est là qu'on se rend compte que quand on fait la planche à la piscine, on se détend pas des masses. Hein. Ah bah non, on est quand même un peu gainé pour le tenir. Alors que là, c'est vraiment grosse détente. Et je sais que moi, personnellement, c'était la première fois que je flottais réellement, parce que je ne flotte pas dans l'eau. Et c'est le seul endroit où je peux me dire, je vais flotter sans... Je dis toujours, pas d'inquiétude. Hein. Tout le monde flotte. Ah oui, non. Je dis, puis vous allez voir, vous allez... commencer à vous allonger, les jambes vont faire tout de suite et tout le monde flotte. Hein, et le bassin se relève et là c'est très... Mais c'est assez surprenant, hein. Les personnes m'en parlent beaucoup de ça, le fait que le corps remonte tout de suite à la surface, c'est toujours impressionnant. D'être un bouchon. C'est une sensation qu'on ne connaît pas ailleurs. C'est très particulier. Et en même temps, comme l'eau, ça reste quand même de l'eau. On se dit, ça reste de l'eau normale. Elle a une texture assez particulière, mais on se dit, ça va être comme dans toutes les eaux, comme dans toutes les piscines, quoi. Sauf que si toutes les piscines étaient comme ça, ce serait vraiment cool. Je suis pas sûre qu'on pourrait vraiment nager, mais ça serait... On n'avancerait pas très vite, mais je pense qu'on gagnerait du temps. On gagnerait de l'énergie à pas essayer de flotter en tout cas. Mais bon, puis on mettrait pas la tête sous l'eau non plus. C'est un peu. Après, c'est vrai que l'eau elle a une texture assez particulière. De nager dedans, c'est quand même assez dense. Hein. Et puis c'est cette notion un peu salée aussi qui fait que voilà, c'est toujours le petit truc sur lequel il faut se concentrer quand on est dedans. Faut pas se frotter les yeux, faut pas se frotter les yeux. J'insiste bien là-dessus. Parce que moi je l'ai fait le jour où j'ai essayé pour la première fois. Je suis sorti, j'ai repris une douche. C'était juste pas possible de... parfois, on fait juste ça, on oublie, et puis... Ça coule, et puis on sent que ça pique un peu, et puis de plus en plus. Non, ça pardonne pas. Non, mais c'est intéressant. Justement, les gens qui ont fait de la sophro avec toi et qui après ont flotté, tu sens dans la poursuite du travail de sophrologie qu'il y a un intérêt à avoir vraiment fait ça en flottant? Ah ouais, toutes les personnes qui ont essayé ça m'ont dit que c'était vraiment chouette. De pouvoir poursuivre vraiment la visualisation. Et puis, les personnes, parfois, ont peur de s'ennuyer dans la flottaison. Quand on fait une visualisation avant en sophro, ça permet d'avoir quelque chose. En fait, de se dire, je vais aller dans la cabine et je vais visualiser tout ce qu'on a fait avant pendant la séance. Et donc là, ça donne aussi un objectif, et puis c'est plus naturel et c'est beaucoup plus simple de visualiser. Moi, j'utilise beaucoup les 5 sens dans mes visualisations, donc avec beaucoup de détails, pour vraiment être projeté dans un endroit précis, et puis voilà, avec tout ce qu'il y a autour. Donc dans la flottaison, après... c'est assez instinctif de retourner à cette visualisation. Et puis on est au top pour cette visualisation parce qu'en fait, les 5 sens, ils ne sont pas occupés à autre chose, donc il peut être complètement... c'est l'endroit idéal, je pense, pour visualiser. C'est pour ça que ça facilite aussi beaucoup la clarté mentale, la flottaison. Chez pas mal de sportifs aussi, c'est hyper intéressant d'aller faire ça. Et j'ai des patients qui ont flotté avec toi qui font des ultra-trails et qui disent, moi, je me visualise un 70e ou un 100e kilomètre et je me dis voilà, il faut que j'ai les bonnes ressources, comment je vais être, et ils essaient de se détendre alors qu'ils ont déjà beaucoup trop couru, mais ils essaient d'essayer de trouver un moyen de visualiser cette détente, et c'est quand même il y a beaucoup de sportifs, il y a le marathon de Deauville bientôt au mois de novembre là, et pareil, j'ai des personnes qui viennent faire de la flottaison. Pour la récup aussi entre les séances d'entraînement. Déjà pour le 10 km et le semi, voire même le 97 en octobre, il y avait pas mal de gens qui étaient venus. Alors moi, je les ai vus en ostéo, mais je les ai beaucoup envoyés flotter pour essayer de préparer un peu ça et surtout leur dire de venir après aussi. Le lendemain, le lundi, je crois que j'ai eu 3 personnes différentes qui sont venues juste après avoir fait la course. Je pense qu'ils sont plus assidus à la récup qu'à la prépa, mais on sait aussi que par exemple aux États-Unis, Stephen Curry, le basket,
éducateur, est un fervent défenseur de la flottaison. Ouais, il nous a fait une super vidéo. Elle est trop belle, cette vidéo. Et donc, voilà, même pour la préparation mentale, on sait que ça peut aider justement dans cette visualisation et dans le fait d'être calme. Ouais. C'est hyper intéressant et ça rejoint un peu cette notion de sophrologie qui est intéressante. T'en as déjà qui sont venus pour vraiment faire du mental, pas forcément dans le sport, mais aussi dans une vie professionnelle, pour dire je viens... Non, c'est pas la raison première pour lesquelles ils viennent. Les gens recherchent beaucoup de détente et voilà, là c'est beaucoup aussi sur la gestion des douleurs. Enfin, c'est vraiment les deux raisons principales pour lesquelles les gens viennent flotter. Stress et douleur. Ouais. Stress et douleur. Ouais. Et pour juste avoir un moment de déconnexion aussi. Ouais. Sans parler de la gestion du stress ou des douleurs, avoir un moment pour soi, pour déconnecter vraiment seul. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent flotter beaucoup. Ouais, au final, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent ici aussi. Ouais. C'est toujours. Puis parfois, les gens cumulent aussi les raisons pour lesquelles ils viennent flotter. Ouais, c'est ça. On veut un moment pour soi, voilà, on a quelque chose de stressant le lendemain, et puis après le stress, il y a aussi des douleurs corporelles. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses, mais c'est assez complet la flottaison. Qui viennent ici pour avoir un soin déjà, un pour un déjà. Ils sont que deux dans une pièce où quelqu'un est là pour eux, c'est important. Et c'est une notion de se dire, là, c'est vraiment un moment. Et c'est ce que je dis, les gens qui comprennent pas à quoi ça sert, j'essaie de leur dire, c'est la meilleure déconnexion que vous pouvez avoir. Vous n'allez pas être connecté à la nature, vous n'allez pas être connecté, vous allez être connecté à rien, à vous, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est assez intéressant. On n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Ouais. Une fois qu'on a passé l'espace un peu contraint, de l'endroit et l'aspect un peu austère de l'eau, même si elle est chaude, c'est tellement agréable. Mais ouais, c'est assez intéressant de voir la façon dont ils vont pousser pour chercher à avoir du mieux pour eux et vraiment se dire, c'est un moment où il n'y a personne. C'est un moment où je suis... C'est pas évident quand les gens m'appellent et me demandent mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est dedans. Je ne peux pas vous dire. Je ne vous dis rien. Non. Laissez-vous guider. Faut lâcher prise. Puis on le voit. Accueillir les ressentis après. Puis on le voit quand les gens laissent des commentaires. On est bien accueillis, mais il faut essayer en fait. Le lieu est cool, on est bien reçu, Mina est sympa, Thérèse sortie est cool. Ce qui se passe dedans, c'est vraiment personnel en plus. C'est très très personnel. Chacun a ça. J'ai autant de ressentis que de personnes qui viennent flotter. Ouais, et puis même c'est la même personne qui va venir flotter plusieurs fois, va voir, j'ai réussi à faire ça, je vais aller plus loin. Il y a tous les facteurs extérieurs à prendre en compte aussi quand on vient flotter. Est-ce que c'est le début de la semaine, la fin de semaine? Est-ce que il y a des choses de stressantes prévues dans la semaine? Enfin, il y a tout l'environnement. Proche des vacances ou pas, proche d'un événement stressant. Le soir, le matin. On vit jamais deux fois la même flottaison, c'est rare. Et les gens qui viennent flotter le matin, à la fin, ils se sentent bien pour attaquer leur journée. Ça dépend qui. Je sais que le soir, quand on sort, on se dit, là, je suis bien pour aller dormir. Mais le matin, ça peut être vivifiant. J'en ai qui viennent sur leur temps de pause le midi. C'est plutôt comme ça, c'est souvent comme ça. Et ils arrivent à être productifs l'après-midi? Apparemment, ouais. J'ai jamais flotté le matin. Après, on dit toujours, faut faire plutôt une activité calme après la flottaison. Mais bon, il y a plein de boulot. On est dans un bureau où c'est plutôt calme. Là, on peut se permettre de venir faire une flottaison pendant midi. Il y a des personnes qui travaillent aux alentours qui le font. Ça fait baisser le stress. Du coup, l'après-midi, ils peuvent repartir sur une activité un peu plus de travail, un peu plus profonde. On gère mieux aussi les petits désagréments du travail en étant détendu. Donc, les problèmes avec les collègues nous paraissent dérisoires. C'est ça. Voilà, on prend la hauteur, quoi. C'est top. C'est aussi important pour la gestion du stress et de la vie au quotidien. C'est important. Et puis ça enlève un peu de culpabilisation aussi de se dire j'ai oublié, j'oublie même la maison, j'oublie la famille, j'oublie tout. Je me laisse recentrer sur toi. Sur soi, c'est pas forcément quelque chose de très développé en plus. Les gens ont peur que ce soit mal vu de dire je prends du temps pour moi. Beaucoup de culpabilité. Je dis toujours, il faut prendre du temps pour soi. Ça nous rend ensuite disponibles pour les autres. Puis il y a surtout du temps pour soi, comme tu disais tout à l'heure, quand on l'utilise pour mieux se connaître, quand on l'utilise pour mieux ressentir notre vie, les émotions qui y sont liées, c'est hyper important. Puis quand on est épuisé, quand on ne prend pas de temps pour soi, on n'est plus disponible pour les autres. On a beaucoup moins de patience, on accueille beaucoup moins les émotions des autres. Enfin, tout est un obstacle. Alors que quand on est détendu, quand on lâche prise, quand on sait prendre du recul, on est plus reposé, on accueille mieux les émotions des autres, on ne prend pas les choses de la même manière, puis ça nous rend disponibles pour beaucoup plus de choses en fait ensuite. C'est ça qui est intéressant.
On arrive au bout de des questions que j'avais à te poser aujourd'hui, Lina. Est-ce que dans le développement de l'activité, que ce soit pour la sophrologie, pour la flottaison ou même pour les deux, tu vois des choses? On a parlé de peut-être mettre la sophro dans le son de la flottaison. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais développer à l'avenir? Je travaille beaucoup en ce moment sur le développement pour les sportifs, puisque c'est pas des bienfaits qui sont hyper connus encore. Enfin, on parle beaucoup de la flottaison comme méthode pour gérer le stress, mais on n'en parle pas encore tellement pour la récup sportive. Donc, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Top. Ouais, j'essaye de toucher un peu les sportifs rémois. Il y a un gros travail à faire. Oui, et on a des grands sportifs, donc il faut en profiter. Ah bah oui, ouais. Et ben on verra dans les mois à venir ce que ça peut donner. Il y a plein de petites choses qui vont arriver. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter à tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Ah bah écoute, non, c'était top. Merci à toi. Et puis bonne journée à toi et à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Salut.